Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Fabienne Raoul, auteure du livre « Ces guérisons qui défient la science », publié chez HarperCollins Éditions. Ce livre nous guide dans un univers fascinant où la science croise des récits de guérisons inexpliqués, bouleversant ainsi notre compréhension traditionnelle de la santé. Chers auditeurs, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière ces histoires de guérisons qui semblent défier la logique scientifique? Comment expliquer que certaines personnes guérissent contre toute attente, là où la médecine conventionnelle échoue? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fabienne Raoul, dont le parcours personnel et les recherches sur ces phénomènes offrent une perspective novatrice sur la santé et la guérison. Dans ce podcast, nous aborderons des questions essentielles. Comment certaines guérisons échappent-elles aux explications scientifiques? Quel rôle joue la psyché, les émotions et la spiritualité dans ces guérisons? Et surtout, qu'ont à nous apprendre ces phénomènes sur notre lien entre le corps, l'esprit et l'invisible? Pour explorer ces questions passionnantes, nous accueillons aujourd'hui Fabienne Raoul, ingénieure, consultante scientifique et sophrologue, dont les expériences personnelles et professionnelles l'ont conduite à interroger les limites de la science en matière de guérison. Je suis Amal Dadol, grande curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Fabienne, bonjour. Bonjour Amal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors, votre livre « Ces guérisons qui défient la science » commence par votre propre histoire de guérison. Comment ce moment où tout a basculé pour vous a conduit à explorer ces phénomènes mystérieux? Alors effectivement, il faut revenir un petit peu dans le passé. J'avais 30 ans en 2007 et j'ai été atteinte d'une maladie neurologique qui a fait que je ne pouvais plus marcher. Donc j'ai été hospitalisée et je me suis retrouvée à un moment donné, je pense comme beaucoup de personnes, dans un questionnement intérieur de sens aussi, de questionnement de pourquoi j'étais malade, qu'est-ce qui se passait. Et dans une sorte de cri de désespoir, j'ai demandé en fait de l'aide à ce que j'appelle l'invisible, à là-haut. Et en fait, j'ai ressenti une immense paix m'envahir, un enveloppement, de présence. Et le lendemain, puisque c'est passé le soir, je me suis endormie et le lendemain matin, je ressentais à nouveau de l'énergie dans mes jambes. Donc, il s'est passé pour moi quelque chose. Il faut savoir que 3 ans plus tôt, j'avais vécu une expérience de mort imminente qui m'avait ouverte en fait à l'invisible, c'est-à-dire à la possibilité d'une autre réalité et donc à cette existence finalement de l'invisible, tout simplement. Moi, j'étais quelqu'un de très rationnel, cartésienne. Je n'avais pas du tout de croyance, donc très fermée. Et cette EMI, expérience de mort imminente, m'a ouverte en fait à l'invisible. Donc, ce qui explique aussi pourquoi j'ai eu cette demande en fait quand j'étais sur mon lit d'hôpital en 2007. Et à partir de là, je me suis dit mais c'est quoi les relations entre notre corps, entre la matière et entre le monde invisible, immatériel? J'ai eu plein de questions d'ordre métaphysique, j'allais dire existentiel, du type mais pourquoi on tombe malade? C'est quoi le sens de la maladie? Et qu'est-ce qui va provoquer en fait la guérison? C'est quoi les facteurs? C'est quoi les mécanismes en jeu? Et en fait tout ça m'a passionnée et j'ai décidé l'an dernier, en fait début 2023, d'enquêter finalement, une enquête très personnelle sur le sujet pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors en écrivant ce livre, vous avez recueilli des témoignages de guérison. Comment avez-vous sélectionné les cas que vous présentez et quels critères vous ont guidé dans ce processus pour maintenir une rigueur à la fois scientifique, celle qui vous tient à cœur, celle du début, et humaine qui vous a été emmenée par votre expérience de EMI et puis de maladie en fait Alors en fait, j'ai pu identifier 3 catégories, c'est-à-dire 3 questions pour faire simple. La première question, c'est quelle est l'influence de notre mental et de nos émotions, c'est-à-dire la psyché, sur notre corps? La deuxième question, c'est quelle est l'influence d'une pratique ou d'un praticien sur le processus de guérison? Et la troisième question que je me suis posée, c'est quelle est l'influence justement des forces de l'invisible sur nous? Alors je pense notamment aux expériences de mort imminente, je pense notamment aux prières et à l'action des prières et à la foi, et également aux miracles, c'est-à-dire qui sont des guérisons inexpliquées, connotées religieuses en fin de compte. Donc pour moi, ce sont vraiment les 3 questions que je me suis posées pour bâtir mon enquête. Et par rapport aux critères, pour moi, c'était très important, effectivement, de rester dans un cadre très
objectif, très factuel. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai recherché des témoignages de personnes avec des dossiers médicaux à l'appui, avec des diagnostics qui me permettaient vraiment de pouvoir vérifier l'information. J'ai pu également consulter des médecins qui m'ont mis en lien avec des patients et les praticiens que j'ai interviewés. Je pense notamment que ce soit le magnétiseur ou l'acupuncteur qui est d'ailleurs médecin, etc. Ce sont des personnes qui sont dans une démarche de complémentarité par rapport à la médecine classique traditionnelle. Et pour moi, ça, c'était vraiment important de choisir vraiment des personnes qui ne se positionnent pas en anti-médecine classique, mais en complémentarité. Pour moi, je suis dans l'union. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important et non dans l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Et ça ne s'oppose absolument pas. Et c'est tout l'objet justement de mon livre, en fait. Alors, dans votre livre, vous mettez en lumière la façon dont la science moderne peut être démunie face à certaines guérisons. Pourquoi, selon vous, les guérisons inexpliquées sont-elles si souvent négligées ou même rejetées par la communauté médicale ? Alors en fait, quand j'ai commencé à me poser la question aux médecins autour de moi, mais est-ce que vous avez des cas de guérison inexpliquée ? On m'a dit c'est super rare, ou alors oui, il y a des gens qui guérissent, mais bon, ils sont guéris, donc il n'y a pas besoin de s'y intéresser. Ok. En fait, c'est comme s'il y avait un petit peu une sorte de tabou. De plus, la plupart des médecins ne sont pas très intéressés par ça parce qu'ils considèrent que statistiquement, c'est très rare et c'est un petit peu ils appellent ça une anomalie. Ils appellent ça des valeurs aberrantes. Donc moi, tout ce qui est hors norme m'intéresse au contraire. Tout ce qui sort du cadre. Parce que moi, en tant que chercheuse, j'allais dire, moi j'ai un état d'esprit vraiment de chercheuse, eh bien, j'aime sortir du cadre. J'aime chercher ailleurs que dans une boîte pour comprendre les choses. D'où mon intérêt aussi pour les guérisons inexpliquées. Certains médecins considèrent également que c'est de l'ordre du hasard. Voilà. Donc pour eux, c'est un non-problème finalement. Or, à mon sens, c'est vraiment important que le corps médical s'empare de ces guérisons inexpliquées, de ces témoignages également, parce que ils sont vraiment source d'enseignement pour nous, pour comprendre l'être humain, qui est l'être humain, de quoi on est fait, comment on fonctionne. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer et faire progresser la recherche médicale, tout simplement. Aujourd'hui, la médecine, elle est considérée comme une médecine réductionniste et matérialiste, c'est-à-dire qu'on considère que quand quelqu'un tombe malade, eh bien, on va traiter un organe, par exemple, qui est défaillant. Mais on va pas tenir compte, on va pas poser des questions à la personne sur qu'est-ce qu'elle vit peut-être de difficile en ce moment, quel est son état d'esprit par rapport à la maladie, est-ce qu'elle est sous stress, etc., etc. Souvent, ce sont des questions qu'on laisse de côté. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à investiguer là, au contraire. C'est très, très, très important. La médecine, à mon sens, devrait pouvoir s'ouvrir un petit peu plus. J'ai rencontré le professeur Blais, qui est en fait le président d'Unicancer, et il y a une étude internationale qui est en cours justement sur les cas de guérison miraculeuse sur les cancers. Et ça, c'est vraiment à noter, à saluer, parce que ils se sont intéressés, donc c'est à travers une start-up qui s'appelle Cure 51, ils se sont intéressés aux 3% de cas de guérison miraculeuse dans les cancers. Alors, cancer du cerveau, cancer des poumons, pancréas. Sachant que le pancréas, le pronostic vital est souvent engagé. Tout à fait, exactement. Donc, en fait, l'idée de cette start-up qui a été fondée par 2 entrepreneurs et puis qui rassemble des centres de recherche en France et dans le monde entier, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi ces 3% de miraculés ont pu guérir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc eux, alors ils ont bien sûr une démarche scientifique dans la biologie. Ce sont vraiment des biologistes à la base, biologistes, chercheurs, chimistes. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'ils vont s'intéresser aux soins dits de support. C'est-à-dire, est-ce que la nutrition, par exemple, peut expliquer cette évolution ? Est-ce que le fait de faire du sport a pu aussi intervenir dans la guérison, etc. Donc, on sent qu'il y a quand même une démarche un petit peu plus globale qui est en train d'être mise en place et je trouve que c'est vraiment à saluer. Et donc, ils sont en train de construire cette base de données mondiale sur le cancer, mais c'est que dédié au cancer. Mais par contre, en tout cas pour l'instant, ils ne tiennent pas compte des soins dits de confort dans lesquels on retrouve l'acupuncture. On va retrouver également
la sophrologie par exemple, et d'autres approches. Donc ça, c'est un petit peu le petit bémol, entre guillemets, que je me permets de dire, puisque moi, je suis vraiment dans justement cet objectif d'intégrer tout ce qui peut fonctionner dans un cadre éthique, bien évidemment. Alors, vous explorez aussi l'impact du mental et des émotions sur la guérison. Comment pensez-vous que l'état d'esprit d'un patient influence sa capacité à guérir, en particulier dans des cas aussi extraordinaires que ceux que vous décrivez dans votre livre ? Alors, déjà, avant de parler de la guérison, de l'impact du mental et des émotions sur la guérison, j'ai envie, avant cela, de parler de l'impact de notre mental et des émotions sur la création de la maladie. Parce que c'est typiquement le médecin, le docteur Anne Gabar à l'Arc, qui est une gynécologue que j'ai interviewée, qui a fait carrément une thèse de médecine sur le sujet en sollicitant et en consultant 300 personnes atteintes de différents types de pathologies. Et elle a mis en évidence le fait que les personnes sont tombées malades, par exemple sclérose en plaques, polyarthrite, un problème d'infertilité alors que, a priori, tout était OK, d'un point de vue fonctionnel. Ces personnes sont tombées malades ou ont eu ce type de blocage-là parce qu'elles ont vécu des événements douloureux dans leur vie ou perçus comme douloureux. C'est intéressant et c'est important à mon sens de parler de perception des choses parce qu'un même événement peut être vécu de 2 manières différentes par des personnes. Donc c'est vraiment quelle charge émotionnelle a été vécue par la personne en lien avec l'événement. Et souvent, ce sont des émotions qu'elle a qualifiées de délétères, c'est-à-dire elle dit pas, pour elle, il n'y a pas d'émotions négatives, et je trouve ça intéressant aussi, parce qu'une émotion, de toute façon, aujourd'hui on parle de positif, négatif, mais non, en fin de compte, derrière, souvent ça cache un besoin. En tout cas, elle parle d'émotions délétères, dans le sens où la colère, le désespoir, l'impuissance peuvent effectivement, quand elles ne sont pas exprimées, peuvent rester dans le corps et le corps, en fait, va exprimer du stress en conséquence. Donc, des problèmes inflammatoires, etc. Et ce qui va amener à des pathologies, en fait. Et à contrario, une fois que la personne prend conscience qu'elle n'a pas pu exprimer ses émotions en lien avec la problématique, alors c'est avec un travail de psychothérapie, avec un psychologue. Ça peut être également en psychothérapie l'EMDR, des approches vraiment de libération émotionnelle. Et bien à ce moment-là, la personne va mieux, son état s'améliore et il peut y avoir pour certaines personnes même des actions très concrètes dans la matière, c'est-à-dire la personne décide de changer de vie parce qu'elle se rend compte que ça lui convient pas, elle quitte son conjoint, etc. Je vais juste citer un exemple vraiment qui m'a marqué. C'est une dame en fait atteinte de sclérose en plaques qui a développé une sclérose en plaques à la suite d'un stress immense qu'elle a vécu, lié à des émotions du type justement de colère par rapport à son mari qui avait des gros problèmes d'argent et qui a perdu son emploi. Et donc, sa sclérose en plaques s'est développée après. Attention, je dis bien qu'il n'y a pas forcément tout le temps de relation de cause à effet. Mais en tout cas, dans ce cas-là, pour elle, c'était vraiment en lien avec toutes ces émotions qu'elle a gardées en elle pendant toutes ces années. Et le jour où elle a pris conscience de son état intérieur, c'est-à-dire qu'elle a écouté son corps, elle a écouté ses émotions, elle a pu les exprimer auprès d'un psy et se libérer à travers une pratique type EMDR, à ce moment-là, elle n'a plus eu de crise. La maladie est toujours là, la sclérose en plaques reste là, si on fait des examens, mais elle n'a plus du tout de crise. Donc c'est vraiment intéressant et ça fait depuis 14 ans. Elle a quitté son mari, donc voilà. Il y a vraiment une espèce de prise de conscience très forte, très puissante intérieure qui fait que la personne, en fait, va choisir la vie, finalement, va choisir ce processus vital en elle-même plutôt que un processus de mort, entre guillemets. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, pour synthétiser un petit peu ce que je viens de dire par rapport à l'impact des émotions et du mental, oui, clairement, il y en a un sur notre corps. Notre corps est un réceptacle de nos émotions et de nos pensées. Et alors, faut pas être non plus en train de tout le temps être à l'affût de nos pensées, etc. Mais il faut savoir que quand c'est répétitif, des émotions qui peuvent être répétées, un stress répété dans le temps, ça peut effectivement déclencher un processus inflammatoire. Et cette libération par la parole, par l'écriture, il y a plein de processus, par l'EMDR, EFT, etc., peut effectivement aider la personne à aller mieux. Alors vous dites, et vous avez dit plus tôt, que les guérisons inexpliquées sont souvent vues comme des anomalies par les médecins. Ouais. Selon vous, qu'est-ce que cela montre sur la façon dont la médecine d'aujourd'hui
traitent ces phénomènes inhabituels? Je pense que, en fait, la plupart des médecins sont vraiment dans l'optique, justement, de trouver une solution à la maladie, mais il y a tout un cadre, à mon avis, qui leur échappe. Dans leur cursus universitaire, c'est ce que m'expliquait le docteur Gabard, en fait, c'est vraiment une dimension purement matérialiste, réductionniste, et pas du tout la notion que, oui, notre psyché peut avoir un impact sur la maladie et sur la guérison. Donc pour eux, c'est pour ça qu'ils considèrent que c'est vraiment un peu epsilonesque, j'allais dire, sans grand intérêt. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement dommage, parce que justement, ça recèle encore une fois beaucoup d'informations et beaucoup d'enseignements. Alors, bien sûr, tous les médecins ne fonctionnent pas comme ça, on est bien d'accord. Il y en a qui se réjouissent, et fort heureusement pour leurs patients, ils sont très heureux. Après, je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir intégrer complètement, en fait, cette notion de miracle, entre guillemets, de guérison inexpliquée, dans aussi le cursus universitaire des médecins. Je pense que ce serait très intéressant. La maladie nous enseigne qu'être dans un état de vulnérabilité est une force et non une faiblesse, car c'est là que réside la puissance de l'amour. C'est dans cet état d'apparente contradiction, de faiblesse forte, que le pardon est rendu possible. Pardonner à celui qui nous a fait du mal est un acte très difficile, mais libérateur, s'il vient du fond du cœur. Le sens de la maladie, c'est à chacun de le trouver. Pour cela, il est important d'écouter sa boussole intérieure, son intuition. Et si on n'en trouve pas le sens, il faut se résoudre à traverser l'épreuve qui nous est imposée. Heureusement, nous ne sommes jamais seuls face à la maladie. Nous pouvons demander de l'aide au corps médical et aux thérapeutes compétents, mais aussi nous relier à l'invisible, prier avec le cœur, car comme nous l'avons vu, de là peuvent venir de belles surprises. Dans l'étude néerlandaise, une jeune femme atteinte d'anorexie a crié son désespoir à Dieu alors qu'elle n'était pas croyante. Et elle a été guérie soudainement. Il n'y a donc pas d'exclus. C'est à la portée de tout le monde de prier en demandant de l'aide à sa façon, même si l'on n'est pas croyant. Il faut tenter, expérimenter et observer, comme dans une expérience scientifique. La vie est un immense terrain d'expérience. Alors plus nous sommes dans un état d'esprit ouvert, en ayant conscience que nous faisons partie d'un tout, le cosmos, l'univers, plus nous sortons de notre condition d'individu isolé et surtout de notre mental, l'ego. C'est là, dans cet espace intérieur vidé de l'ego, que le miracle peut advenir. Alors Fabienne Raoul, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Alors je trouve que finalement il résume assez bien le livre, tout simplement. Et il aborde finalement toutes les dimensions de l'être humain, c'est-à-dire notre psyché, notre mental, nos émotions, mais aussi notre lien à l'invisible. Et ça, je pense que beaucoup de personnes le laissent de côté, malheureusement. Et même, encore une fois, pour les personnes qui n'y croient pas, qui ne sont pas croyants ou qui n'ont pas la foi, juste prenez à ce moment-là, faites ce test-là un petit peu comme une expérience scientifique et observez. Observez tout simplement ce qui peut se passer. Parce que pour moi, mais vraiment, et ça je peux vous l'assurer parce que je l'ai vécu moi-même, nous sommes vraiment accompagnés et aidés dans l'invisible. Et ça, c'est vraiment une grande force qui est à notre disposition. Donc j'ai vraiment envie de donner aussi de l'espoir en fait aux personnes. Alors dans ces guérisons qui défient la science, vous mentionnez plusieurs approches alternatives, comme vous en parliez tout à l'heure, l'acupuncture ou encore le magnétisme. Comment ces pratiques ancrées dans la tradition orientale contribuent-elles à la guérison de maladies qui échappent au traitement conventionnel ? Alors, ce sont considérés comme des soins de confort par le monde médical, malheureusement. C'est-à-dire, finalement, c'est un petit plus, quoi, pour faire simple. Moi, je ne parle pas de médecine alternative. Ce sont vraiment des médecines complémentaires parce que alternative renvoie à une notion de c'est l'un ou l'autre. C'est soit la médecine traditionnelle, soit ce type d'approche. Et pour moi, je me situe vraiment dans la notion de complémentarité. D'ailleurs, comme les praticiens qui ont témoigné dans le livre, et c'est vraiment important. En ce qui concerne l'acupuncture, alors
Ça, c'était très intéressant parce que j'ai pu solliciter, interviewer le docteur Philippe Janin, qui est le premier médecin acupuncteur à être conventionné, avoir été conventionné dans les années 80. Et lui, il a travaillé beaucoup en cancérologie. Il a travaillé avec ses confrères et il a mené un protocole dans lequel, il a pu étudier l'impact de l'acupuncture sur les effets secondaires issus des chimiothérapies. Et donc, ça a été objectivé. Il a pu constater que les globules blancs, le taux de globules blancs remontait. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une expérience scientifique dont je parle dans le livre et ça ouvre des perspectives intéressantes. Juste pour rappel, on peut rappeler ce que c'est que l'acupuncture pour les gens qui nous écoutent et qui ne pratiquent pas et qui ne connaissent pas. Tout à fait. Alors l'acupuncture, c'est effectivement une approche qui est ancestrale quand même, qui a plusieurs milliers d'années, donc ça date pas d'il y a 20 ans, qui a été initiée dans les pays asiatiques, en Chine plus particulièrement. Le principe, c'est quoi? C'est que notre corps humain est constitué de méridiens, donc il faut imaginer ça un petit peu comme des autoroutes sur notre corps, et des points d'acupuncture. Donc c'est comme des points d'énergie qui sont reliés en fait à nos organes. Donc le but de l'acupuncture, c'est tout simplement stimuler ces points et ces méridiens afin de refaire circuler l'énergie dans le corps et afin tout simplement d'activer la force vitale qu'on a en nous pour relancer la machine et le système immunitaire. C'est vraiment ça l'idée. Ensuite, concernant, vous me posiez la question sur le magnétisme, effectivement. Alors, il y a le magnétisme, c'est ce qu'on appelle le magnétisme curatif ou animal, ça veut dire la même chose, où là, c'est un praticien qui va en fait venir travailler sur un patient, sur le corps d'un patient, soit en présentiel, soit à distance, avec une intention. L'idée, c'est vraiment d'envoyer, entre guillemets, de transmettre son flux énergétique auprès du patient à travers donc une intention, le souffle, etc. Donc souvent, c'est très utilisé pour des problèmes physiques type entorse, par exemple. Il y a beaucoup de sportifs d'ailleurs qui font appel à des magnétiseurs. Pour des migraines aussi, les gens qui sont migraineux. Enfin voilà, il y a vraiment différents types d'applications possibles. Donc on voit bien que ces approches-là, en fait, sont assez d'ailleurs plébiscitées par le grand public pour soulager les douleurs, en fait. C'est vraiment ça. Et encore une fois, elles s'inscrivent, ces pratiques-là, en complémentarité aux traitements de chimio, bien évidemment, de radio, aux médicaments. Voilà, encore une fois, c'est vraiment pour soutenir le processus d'auto-guérison du corps. Alors, vous parlez de la nécessité de penser en dehors du cadre pour faire des découvertes. Dans votre enquête, quels sont les éléments qui vous ont amené à remettre en question certaines des hypothèses initiales sur les guérisons? Oh là Dans vos croyances à vous, avec votre expérience de mort imminente, dans votre expérience après de la maladie, où vous étiez à l'hôpital avec vos jambes qui ne répondaient plus, quelles croyances ont été balayées suite à cette enquête, à ce livre et à la rédaction de ce livre, s'il y en a? En fait, pour moi, je suis déjà, j'ai déjà cette conviction en fait, de par mes expériences. Donc, j'ai pas été plus surprise que ça, parce que je sais que ces phénomènes existent en fait. Mais je voulais vraiment les relier à la science. Qu'en dit la science, qu'en disent les médecins, qu'en disent les praticiens, voilà, c'était vraiment ça mon idée. Donc mes propres croyances en fait ont déjà été balayées quand j'ai vécu mon EMI, j'allais dire, sur cette notion de lien à l'invisible, en fait que l'invisible existe en fait réellement et vraiment est là pour nous aider en fait. Qu'est-ce qui vous a étonné? Alors, moi, j'ai vraiment eu un cas, il y a eu des beaux témoignages, en fait. Notamment, il y a eu un cas d'une jeune femme qui était en fin de vie, atteinte d'un cancer, donc d'une leucémie, et pour lequel les médecins lui ont dit, on dit à ses parents, en l'occurrence, il n'y a plus rien à faire, donc on arrête les traitements. Donc, ça a été, vous imaginez le drame, elle avait 23 ans à l'époque, et sa maman a fait appel à un magnétiseur, justement, pour tout simplement soulager ses douleurs. Et à partir de ce moment-là, ces douleurs sont parties. Elle se sentait mieux et les médecins ont pu relancer la radiothérapie, alors qu'ils s'étaient refusés à faire avant. Donc, parce qu'ils estimaient vraiment qu'il lui restait juste quelques semaines à vivre. Donc moi, ça m'a vraiment interpellée de me dire que même en bout de course, alors que les médecins disent il n'y a plus rien à faire, il y a toujours de l'espoir. Ça, oui, ça m'a vraiment interpellée. Ça, c'est vraiment une croyance, si on peut appeler ça une croyance, je ne sais pas, mais qui a été dépotée pour moi, mais je pense pour beaucoup de gens en fait. Je trouve ça assez extraordinaire, assez toujours fabuleux en fait de pouvoir
observer, constater que il y a toujours une petite lumière malgré tout au fond du tunnel, au fond de l'ombre en fait. Et ça, c'est ce qui m'a le plus impressionnée. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, le plus marqué, ouais, ça c'est sûr. Comment pensez-vous que les professionnels de santé pourraient intégrer la richesse des témoignages de guérison inexpliqués dans leur pratique quotidienne, tout en gardant cet équilibre entre l'ouverture à l'inconnu et la rigueur scientifique? Alors déjà, je pense que ce serait bien d'avoir une écoute, juste une écoute des propos du patient, d'être dans un cadre de bienveillance. Alors attention, je dis pas que tous les médecins, il y en a heureusement, fort heureusement, qui ont cette ouverture et cet accueil de la parole du patient. Mais de pouvoir entendre des propos d'un patient, de dire, ben voilà, moi j'ai fait appel à un magnétiseur, j'ai fait appel à un acupuncteur, parce que j'ai eu quelques personnes quand même qui m'ont dit, mais quand j'en ai parlé à mes médecins, ils m'ont dit, oh bah, c'est n'importe quoi, ou bon bah écoutez, faites ce que vous voulez, mais bon, moi j'y crois pas, quoi. Donc c'est extrêmement offusquant d'entendre ça. On se sent vraiment jugé, et je pense que quand on est très malade, on n'a juste pas envie d'entendre ça. Donc c'est peut-être simplement autoriser que la personne ait envie d'aller aussi vers d'autres approches qui lui font du bien. C'est vraiment important. D'ailleurs, c'est un des médecins me disait, mais même si c'est irrationnel, mais si tant que ça fait du bien aux gens, mais au contraire, faut y aller. Mais j'ai trouvé que ces propos étaient emplis d'une grande intelligence en fait, de cœur, tout simplement. Donc je pense que voilà, ça pourrait être bien que les médecins tout simplement puissent accueillir la parole de ces personnes, puissent recueillir leurs témoignages. Moi, mon rêve, là c'est vraiment mon rêve, j'en parle un petit peu dans la conclusion du livre, c'est vraiment de créer comme une sorte de base de données mondiale qui recenserait toutes les guérisons inexpliquées de toutes les maladies possibles, où on demanderait aux gens, mais qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelle prise de conscience vous avez faite, etc. Avant, après, pour mettre en exergue les paramètres justement qui rentrent en jeu, ces mécanismes, dans les mécanismes de la guérison. Donc ça, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment un énorme boulot de recherche à faire sur le sujet, et dans lesquels, bien évidemment, tout le monde peut être partie prenante, que ce soit des médecins, les praticiens, etc. Il y a juste un cadre, en fait, j'allais dire, à poser, à créer, avec une éthique, avec des questions, etc. Mais ce serait génial. Enfin, moi, je trouve que au lieu de se focaliser uniquement sur la maladie, on se focaliserait aussi sur la guérison. Et là, je pense qu'il y aurait vraiment, vraiment de belles perspectives, parce que beaucoup de gens n'osent pas parler aussi de leur propre guérison par peur d'être pris pour un fou. Vraiment. Il y a des gens qui n'osent pas dire que oui, ils ont prié, ils ont été guéris. Et j'ai tout un chapitre sur la guérison liée aux prières qui a été étudié par un médecin en Hollande. Et cette étude, elle est fabuleuse. Moi, elle m'a sidérée. Elle m'a sidérée. Parce qu'on observe qu'effectivement, il y a des cas de personnes qui ont été guéries contre toute attente de maladies pour lesquelles le corps médical dit non, l'évolution, elle est défavorable. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit vraiment, et encore une fois, chacun a ses propres compétences. L'idée, c'est de pouvoir conjuguer toutes les compétences des uns des autres, les rassembler, les réunir, et c'est comme ça qu'on crée quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on peut mettre en place un nouveau futur et avoir une vision de l'être humain, de la maladie et de la guérison qui change. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle la guérison au sens de la médecine, puisque effectivement tout ça est cadré? Ah oui, tout à fait. Alors, la guérison au sens de la médecine, c'est en fait un retour à l'état initial. C'est-à-dire un organe qui est malade va redevenir ad intégrum, ce qu'on appelle ad intégrum, c'est-à-dire à l'état initial. C'est donc plus de symptômes et effectivement, c'est très cadré. Et justement, dans l'étude néerlandaise à Amsterdam, ce qui est montré, c'est qu'on peut avoir des personnes qui sont malgré tout guéries. Alors, c'est pas tout à fait ce terme-là, mais en tout cas, les personnes estiment qu'elles sont guéries puisqu'elles n'ont plus du tout de symptômes. Mais à l'examen, on montre qu'il y a toujours, par exemple, la maladie de Parkinson, mais les personnes n'ont plus du tout de symptômes. Donc, c'est fascinant. Ça fait poser la question de c'est quoi la guérison? Et outre la guérison physique, pour moi, il y a aussi la guérison de l'âme, c'est-à-dire la prise de conscience de qui nous sommes réellement, de cette reliance en fait à plus grand, avec notre spiritualité. J'ai interviewé aussi une dame qui a perdu sa compagne, en fait,
donc qui a été condamnée par un cancer des ovaires et qui en est décédée en quelques mois. Et en fait, elle me dit, quand je l'ai eu au téléphone, la première chose qu'elle me dit, mais Christine est morte guérie. Alors, j'ai été stupéfaite par cette phrase. Je me dis, mais comment on peut mourir guérie? Et en fait, c'est parce que elle a découvert la présence en elle, ce qu'on appelle la présence, c'est-à-dire, il y en a qui vont appeler l'ange, peu importe le nom, mais cette immensité qu'on a à l'intérieur de nous. Et j'en ai des frissons, pardon. C'est contagieux. Je vais reprendre. Et en fait, on touche, dans cet espace-là, on touche l'amour avec un grand A. Et ça, c'est la plus belle chose finalement qui puisse se vivre. C'est le plus beau cadeau que la maladie lui a donné. Et il y a tellement de gens en fait qui passent à côté de ça aussi dans leur vie, parce qu'ils sont pas reliés à eux, ils sont pas dans leur corps, ils sont dans le faire et non l'être. Et parfois la maladie revient mettre les pendules à l'heure, j'allais dire. Et ce qui souvent est vécu comme un drame, c'est un drame d'être malade. Eh bien, parfois, on trouve une sorte de raison d'être et de se trouver soi, au-delà de notre personnalité, de nos émotions, de notre ego. Et ça, c'est un cadeau incroyable parce que ça nous renvoie à notre propre, non pas finitude, mais pour le coup, mais éternité. Quelle pratique ou approche recommanderiez-vous à ceux qui souhaitent s'ouvrir à de nouvelles perspectives, tout en maintenant un cadre médical traditionnel? En fait, il y a plusieurs approches qui sont possibles selon le besoin de la personne, bien évidemment. On a parlé de l'acupuncture, du magnétisme. Ce sont des approches qui sont aujourd'hui sérieuses, documentées. Il y a des études scientifiques sur le sujet. Donc, tout dépend en fait de la pathologie, du besoin de la personne. C'est important également d'avoir une approche un peu spirituelle, pas forcément au sens religieux du terme, mais juste la prise de conscience que nous ne sommes plus qu'un corps biologique, nous sommes plus que de la chimie, nous sommes plus que des interactions physico-chimiques, tout simplement, mais nous sommes aussi doués d'une sensibilité, d'une intuition, nous sommes doués de cette faculté de nous relier à plus grand, de nous émerveiller également, et ça, le fait de s'émerveiller, ça nous permet de sortir de nous, entre guillemets. C'est-à-dire de ne plus se regarder le nombril, mais au contraire de se dire « Ok, je fais partie d'un grand tout ». Et ça, je trouve que c'est très important, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est très axée sur la matière, en fait, sur l'argent, la matière, posséder les choses, etc. Et puis l'intellectualisation des choses. On a besoin de passer par cette sensibilité et ça passe aussi par la nature. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais en tout cas, la nature aussi est un élément important pour les personnes qui ont besoin d'aller mieux. Parce qu'on ne peut pas être dissocié. L'être humain fait intégralement partie de la nature. On ne peut pas être dissocié, à mon sens. Alors, vous parliez de l'acupuncture, du magnétisme, vous êtes sophrologue, il y a aussi plein de disciplines, on va dire, complémentaires ou de pratiques complémentaires, pour ne pas dire alternatives. Alors, dans ces pratiques, effectivement, les praticiens sont de qualité très inégale. Comment fait-on pour choisir le bon ? Alors déjà, il faut qu'il soit formé. Ça, c'est la base. Qu'il ait déjà une formation solide, qu'il y ait un cadre éthique. Et puis surtout, ça c'est évident, mais qu'ils ne disent pas aux patients d'arrêter des traitements, d'arrêter des médicaments. Ça, c'est évident. Ensuite, je pense qu'il y a une relation aussi thérapeutique. On parle d'alliance thérapeutique dans ce genre de pratique. Et c'est important d'être en confiance aussi avec le praticien. Alors, vous êtes vous-même ingénieur, vous avez exercé dans le nucléaire. Comment, même si on le devine un peu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre effectivement le switch. Comment êtes-vous devenu sophrologue ? Alors, donc comme je l'ai dit, en fait, au tout début, j'ai vécu une EMI en fait en 2004. Donc, moi, ça m'a permis en fait de me relier finalement à moi. C'est-à-dire pas que la partie cartésienne, rationnelle. Et puis j'étais très fermée, moi, c'était binaire, c'était blanc ou noir, c'est pour faire simple. Donc, je me suis rendu compte que non, la vie n'était pas ni tout blanc, ni tout noir, qu'il y a plein de couleurs entre les deux,
qu'il n'y a pas une vérité, qu'il y a plein de manières de voir le monde, qu'on ne peut pas s'arrêter juste à la matière, hein, au monde visible. Il existe autre chose, une autre réalité également. Hein, ce que d'ailleurs l'astrophysicien que j'aime beaucoup, Trinh Xuan Tuan, appelle la réalité ultime, qui est au-delà de juste ce qu'on peut voir avec nos yeux, avec nos 5 sens. Et donc, moi, c'est toujours par mes expériences qui me sont tombées dessus, que ce soit l'EMI ou ma maladie neurologique en 2007, qui font que à chaque fois, c'est dans mon corps, en fait, que je vis cette épreuve initiatique, finalement, qui m'ouvre à plus grand, qui me fait poser des questions. Donc, je suis toujours entre mon cerveau, c'est-à-dire le côté analytique, le côté comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, relié avec la science, et le côté beaucoup plus corporel, le cœur, l'intuition, puisque j'ai développé une sensibilité et une très forte intuition depuis ces expériences-là, surtout l'EMI. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais je ne suis plus à ma place, en fait, dans le monde du travail tel qu'il est, dans ce monde d'ingénieur, voilà, qui m'a procuré quand même beaucoup de plaisir. Hein. J'avais pas de souci avec ça. Vous aviez quel âge mais au bout d'un moment, à quel moment ? Au moment où vous avez décidé de switcher entre le métier d'ingénieur et je suis restée 15 ans. J'ai changé en 2014. Donc, je vais avoir 48. Donc, j'avais 38, quoi, à peu près. J'avais 38 ans. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 15 ans quand même dans le domaine de l'ingénierie nucléaire et comme ingénieur études, hein, ce qu'on appelle études. Je faisais de l'expertise, entre autres, hein, des audits techniques, etc. Et j'ai eu des postes de management. Donc pour moi, ça ne me nourrissait pas, en fait, cette part, cet autre pôle qui est en moi et que j'ai découvert en 2004 à la suite de mon expérience de mort imminente, mais qui était déjà là, présente finalement depuis très longtemps, mais qui était complètement occultée, cachée finalement. Et il a fallu de vivre cette expérience pour me dire « Eh oh, mais il y a autre chose qui existe. Autre chose que juste la matière, etc. » Et donc, c'est comme si j'ai ces deux pôles qui sont en moi qui se sont réunis, enfin, pour pouvoir avancer dans ma vie. Et pour moi, la sophrologie m'a permis, en fait, de sortir de mon cadre de l'entreprise qui était très cartésien, très rationnel, et aller vers quelque chose qui me correspondait plus, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes. Alors, c'est à travers des exercices de respiration, de visualisation, enfin, c'est assez connu maintenant, la sophro, et dans lequel, moi, ça m'a permis justement de pouvoir parler de la conscience. C'est quoi la conscience ? Parce que c'est un vaste sujet, ça aussi, et de me sentir plus à ma place, finalement, que dans un métier purement ingénieur. En fait, j'avais vraiment besoin aussi d'exprimer cette part de moi et de pouvoir aider les autres, de pouvoir transmettre. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui aussi à travers mes recherches et puis ma collaboration avec le monde scientifique, c'est-à-dire de relier finalement notre monde de la matière, hein, du monde visible, au monde de l'invisible. Ce qu'on appelle le monde invisible, c'est aussi l'intuition, c'est la conscience, c'est les perceptions extrasensorielles, etc. Et ce sont des choses qui existent. Ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'elles n'existent pas. Ça, donc c'est aussi important de le rappeler. Moi, j'aime partir des faits, hein, et des expériences. Et c'est pour moi, c'est à chaque fois l'expérience qui est source d'évolution. Je parle pour moi. La théorie, moi, on peut me parler d'un truc. Si c'est extérieur à moi, ça restera au niveau de ma tête, mais pas dans mon cœur. Par contre, si je le vis dans ma chair, si je le vis dans mon cœur en termes d'expérience, ça me fait évoluer. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, du moins depuis mon EMI. En tout cas, je fonctionne comme ça. Fabienne, en quoi croyez-vous ? Je crois en plein de choses. Je crois en l'être humain, déjà. Je crois en ses capacités à grandir. Je suis très positive, en fait, sur cette capacité qu'a l'être humain de grandir, d'évoluer, d'aller vers lui-même. Comme je crois en l'invisible, je crois en plus grand. Et pour moi, c'est une source de joie et d'aide au quotidien. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'inspire, c'est la nature, c'est les couchers de soleil, les levées de soleil, c'est regarder l'eau, la mer. Je suis très proche j'habite en Bretagne et j'ai besoin vraiment de la proximité avec l'océan, qui est source pour moi de vie et de rappel qu'on est tout petit aussi. Donc, je pense que voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Oh là, ce qui me met... Alors moi, je suis pas quelqu'un qui va me mettre en colère, sauf l'injustice. Ça, je ne supporte pas l'injustice. Et pour le coup, je peux devenir... si on fait du mal
aux gens que j'aime, ou s'ils vivent de l'injustice, là, je deviens une louve. Qu'est-ce qui vous fait peur ? L'intolérance, ça me fait peur. Les gens qui ont un état d'esprit très étriqué, voire extrémiste, on peut le dire, et qui n'acceptent pas la différence. Ça, oui, ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? L'amour, passer du temps avec les gens que j'aime, avec les chats aussi, être près de la mer, voilà, la nature. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites qui vous emporte ou qui vous apaise ? Ah, ce qui m'apaise, alors c'est une phrase que je cite souvent de Pierre Teilhard de Chardin, qui était en fait un prêtre, mais également scientifique, et un être mystique, et qui disait « Nous ne sommes pas un être humain vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes un être spirituel vivant une expérience humaine. » Et pour moi, ça change tout, parce que ça veut dire qu'on se place vraiment au niveau de notre âme qui vient vivre une incarnation terrestre, et non, finalement, un être humain qui serait doué d'une spiritualité. Donc pour moi, le mental doit être au service de notre cœur, et non laisser de côté notre cœur, notre intuition, notre sensibilité. Eh bien, merci Fabienne. Merci Amal. Alors aujourd'hui, avec Fabienne Raoul, nous avons exploré un territoire où la science reste sans voix. Son livre nous ouvre les yeux sur une vérité troublante. La guérison, parfois, ne se limite pas au traitement que l'on connaît. Entre acupuncture, émotions et forces invisibles, il est temps de regarder au-delà de l'évidence. Comme Fabienne le dit si bien, les guérisons qui défient la science sont des fenêtres ouvertes sur les mystères de la vie. Merci Fabienne pour cet échange éclairant. À vous qui nous écoutez maintenant, c'est l'occasion de questionner, d'explorer et peut-être de vivre ou de guérir autrement. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blooming. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube ou directement sur le site bloomingyu.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêts à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.